que ce soit des campagnes Google Ads, des campagnes sur des réseaux sociaux, C'est ça. de la communication via le site internet, de emailing ou autre, et ben, chaque type de campagne, de manière de communiquer avec les clients potentiels, et ben, va dépendre de ça. Donc, moi, ce que je dirais, c'est que post-Covid, ce qui a été très important, c'est axer, ben, la priorité, c'est déjà sur le marché domestique. Les Européens ont fait la même chose. L'Europe a repris rapidement, c'est le continent qui a repris, donc si on suit les datas, les statistiques, l'Europe, c'est le continent qui a repris le plus vite dans le monde entier. Pourquoi? Oui. Parce qu'ils ont un tourisme intérieur. Parce que les Anglais ont voyagé en Angleterre, parce que les Français ont voyagé en France, et les Italiens, etc., etc. Donc, ils ont pu adresser leur propre marché, même si c'était difficile de traverser les frontières. Du coup, bah, ils ont moins souffert. Et ils ont quand même pu assurer des remplissages assez intéressants avec leur Oui. marché local. Mais ils ont aussi, du coup, adapté toute leur stratégie sur le marché local. Ils ont coupé tout ce qui allait chercher vers l'étranger, etc. Et ça suppose aussi d'adapter les prix. C'est dur, mais oui, peut-être le prix local, la stratégie de pricing local eh ben, va sûrement être différente de la stratégie en ce qui concerne les étrangers. Donc, Loubna va sûrement pouvoir nous éclairer un peu plus Justement, là-dessus. j'allais éventuellement donner la parole C'est à ça, Madame qui est experte Aloubna, là-dedans. qui Ouais. nous en dira davantage concernant cette optimisation de prix, dépendamment justement de la période et de la saison. Et c'était parmi les principaux défis auxquels ils étaient, toutes les personnes tous les acteurs du secteur touristique, ils étaient affrontés à ce défi et ils devaient faire ce qu'il fallait faire pour pouvoir maintenir un petit peu la situation et ne pas tomber dans des situations qui sont un petit peu catastrophiques. On a des hôtels qui ont dû licencier tout leur personnel, on a vu des fermetures, on a vu vraiment des cas qui sont très extrêmes. Effectivement. Effectivement, moi, en fait, mon rôle depuis quelques temps maintenant, depuis la Covid notamment, je suis consultante pour les hôtels et je les conseille en termes de communication et plus particulièrement aussi en revenu management. Voilà, le Oui. pricing, exactement. Maintenant, moi, en dehors du point que Assil vient de noter, il y a un autre point qui, à mon avis, est non négligeable, c'est le côté humain. Le côté humain, c'est-à-dire le recrutement. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'hôtels ont délaissé leur capital humain pour les raisons économiques qu'on connaît, etc. Maintenant, on commence à ressentir l'évolution, le regain d'activité, etc. Il faut juste prendre soin de cet élément humain. C'est important. Pour moi, c'est très important parce que c'est eux qui, après, gèrent nos clients et il faut prendre Ouais. le temps de bien les recruter et de les former et de les faire se sentir concernés par la mission de l'hôtel, que ce soit un hôtel business ou un hôtel loisir, peu importe. Pour revenir à la question du pricing, effectivement, je partage totalement l'avis de Hassel. Le pricing local, ce n'est pas le pricing international. On est sur des données complètement différentes. Clairement. Mais il faut savoir aussi que le voyageur, je vais l'appeler voyageur local, entre guillemets, c'est pas quelqu'un qui n'a jamais voyagé ou qui n'a jamais utilisé les hôtels, que ce soit ici ou ailleurs. Au contraire, ils ont beaucoup voyagé et à l'étranger. Donc, quelque part, ils savent un petit peu quand on parle, quand ils voient parce que moi, le pricing, il est particulièrement dynamique dans ce que je préconise, selon l'offre et la demande. Mais aujourd'hui, le client marocain, le client local est parfaitement conscient de ça. C'est-à-dire qu'il y a quelques années en arrière, il était totalement réticent, il fallait faire tout un travail. Mais aujourd'hui, le client sait que le prix varie selon la période, selon la période qu'il choisit, la période à laquelle il réserve, etc. Donc, il y a déjà un niveau de connaissance par rapport à l'évolution du secteur, ce qui est non négligeable et qui nous aide aussi en tant que revenue manager et aussi les hôtels à leur niveau pour pouvoir mettre en place des stratégies qui sont logiques et qui permettent ou essaient de garantir au maximum que le client ne se sente pas lésé par rapport au pricing.
Parce que je vois certains hôtels… Excusez-moi de vous interrompre, Madame Rietti, mais au jour d'aujourd'hui, il y a peu de gens qui savent déjà ce qu'est ce revenu management. Et pour eux, ils croient que, que la politique de prix, elle ne répond pas vraiment à des bases. Il y a vraiment peu de gens qui savent qu'il y a un revenu management, qu'il y a il y a vraiment beaucoup de choses qui se font derrière pour pouvoir fixer un prix. De la durée, par exemple, la haute saison, la basse saison et tout ce qui va la avec. saisonnalité, les événements, etc. Oui. Oui, justement. Donc, selon vous, en fait, il n'y a pas. Au contraire, moi, je dis que c'est ce que je ressens vis-à-vis des hôtels avec lesquels je travaille, c'est qu'on commence à comprendre ça, justement. Justement. Il y a quelques années en arrière, c'était impensable. Aujourd'hui, on commence à le comprendre. Et c'est dans ce sens que moi, je suis plutôt optimiste, on va dire, si je puis dire ça. Optimiste dans le sens où ça commence à leur parler. Ça commence à leur parler, notamment et surtout pour les personnes qui ont voyagé à l'étranger et qui savent très bien comment les choses se passent. Donc, en fait, ils commencent à comprendre que le Maroc applique aussi ça de manière tout à fait logique parce que c'est l'avenir du secteur. C'est strict. Alors, on vient d'accueillir de nouveau Monsieur Fouad, qui a eu un petit problème de connexion. Bienvenue parmi nous. Déjà, je vous remercie pour l'invitation. Merci à vous, c'est un plaisir de vous recevoir. C'est un plaisir de partager avec vous ce moment avec des invités de marque et aussi sur un sujet d'actualité qui est très important vu le timing. Alors, il me semble que la question était… Oui, alors on a commencé notre débat par une question qui est simple, mais qui est complexe en même temps. C'est quels sont les principaux défis auxquels le secteur touristique a fait face depuis l'avènement de la crise sanitaire du Covid-19. Et principalement, côté distribution hôtelière. Ok. Bon, alors je pense qu'on est tous d'accord, l'industrie touristique mondiale a été profondément touchée par la crise. Le secteur fait logiquement partie des plus durement impactés. Cependant, il y a des signaux positifs. L'industrie bénéficie de puissants moteurs structurels qui contribueront au redressement de l'activité forcément. Je pense ici au goût, en fait, tout simplement croissant pour le voyage, particulièrement sur les marchés matures. Je pense aussi à l'essor d'une classe moyenne importante dans les économies émergentes. Bon, clairement, les principaux défis, c'est je pense qu'on en a déjà parlé, c'est donc la stratégie de prix, clairement. Il y a aussi un aspect qui est peu discuté, qui est celui de reconstituer les équipes en fait pendant cette période-là. Une grande partie des entreprises touristiques a perdu ses équipes et pour certains ont carrément changé de secteur. Donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est un des principaux défis. Là, excusez-moi, Monsieur Fouad, je voudrais rebondir sur une chose très importante que vous venez de citer, c'est justement cette fixation de prix. Et après cet été, l'été dernier, et après le relancement un petit peu de l'activité touristique, il y a énormément de gens qui se plaignent d'une manière qui est vraiment, qui se plaignent des prix qui ont été fixés, de la fixation des prix. Parce qu'il y a tout le monde qui dit qu'on est arrivé à un point où il y a une hausse de prix qui est vraiment très exorbitante et qu'on n'a jamais vraiment assisté à cette, je vais dire, inflation de prix. Donc, je crois qu'elle est normale, cette inflation. Vous avez 2 ans de non-activité. Forcément, vous avez… Oui, mais ça n'explique pas vraiment ce qui s'est passé parce qu'il y avait vraiment des procédures qui ont été, pas des procédures, mais des prix qui ont été vraiment très abusés, qui ont fait que il y a eu une petite réticence de la part d'une certaine catégorie sociale. Vous savez, le prix, c'est juste une émanation de l'offre et de la demande. Donc, vous avez une grosse demande parce qu'il y a eu de l'épargne pendant 2 ans. Et donc, les gens veulent voyager tout simplement. Et le parc hôtelier ou l'offre hôtelière, enfin, l'offre touristique en général,
n'est pas extensible. Donc, vous avez en même temps une évolution lente de la reprise opérationnelle des professionnels et en même temps, vous avez une grosse demande d'un coup. Donc, forcément, les prix vont augmenter. Bon, ça veut dire que les revenus managers ont fait du bon boulot, concrètement. Après, bon, je ne pense pas que ça soit… Madame Loubna. Les prix sont, sont une équation de l'offre et de la demande. Donc, ça va revenir forcément. C'est vraiment une période transitoire. Donc, clairement, après 2 ans d'arrêt d'activité, vous allez avoir un dysfonctionnement de prix. C'est aussi, transitoire. je suis d'accord avec toi, Fouad. C'est transitoire aussi parce que c'est lié au fait qu'il y a moins de concurrence. Il y a beaucoup de destinations qui ne sont pas encore complètement ouvertes, qui ont nécessité aussi ces derniers mois soit d'être vaccinés ou autre. C'est-à-dire que la concurrence aussi, il y a une concentration et du coup, les établissements ou bien les pays qui étaient plus ouverts en ont bénéficié et ont augmenté leur prix parce que du coup tout est concentré et puis il y a aussi comme il a dit Fouad, à mon avis l'épargne, les gens ont eu envie de voyager qu'ils se sont dit je mets le prix tout en sachant que le prix est élevé et je pense aussi que ça va s'atténuer sur les prochains mois, les prochaines années, ça va redescendre parce que effectivement c'est pas normal, c'est des prix, les statistiques le montrent, hein. On voit qu'il y a 20 le ADR moyen en 2022 so far, il a 20-30% plus élevé que les années précédentes. C'est-à-dire que le prix moyen, c'est-à-dire même les statistiques montrent ça. Alors, on a pu survoler un petit peu les principaux défis qu'a rencontré le secteur touristique. Et aujourd'hui, OK, on parle un peu de défis, mais est-ce qu'on peut parler éventuellement de solutions? D'accord? Et de stratégies qui peuvent être adoptées par les hôteliers pour pouvoir relever un petit peu ces défis. Et je m'adresse à M. Assel Bernossi, qui est le cofondateur d'une société, UserGuest, et qui est là pour justement améliorer cette expérience client et travailler les sites des hôteliers pour pouvoir attirer beaucoup plus de clientèle. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des solutions, des stratégies qui peuvent être proposées justement pour faire face à ces défis-là? Alors, il y a effectivement plusieurs leviers qui sont possibles et comme on n'a pas NP sur énormément de temps et pour aller à l'essentiel, je dirais des quick wins et des idées actionnables. Tout d'abord, ce qui est très important, c'est de capter le trafic potentiel pour un hôtel. Sachant qu'un hôtel, il a du trafic qui va arriver sur son site. Et il va malheureusement aussi avoir du trafic et des réservations via d'autres canaux. Il faut absolument, l'hôtel veut toujours privilégier le direct. Pourquoi? On l'a tous compris, parce qu'il y a des commissions en moins à payer. Donc le direct est privilégié. Voilà, on enlève les intermédiaires. Donc les actions, progressivement, il faut toujours aller vers du direct. Un des moyens déjà pour se protéger et augmenter le direct, c'est d'être présent sur ce qu'on appelle c'est protéger sa marque sur les moteurs de réservation comme Google. Protéger sa marque, ça veut dire mener des campagnes brand Google, donc les annonces Google, sur les mots-clés de l'hôtel. Par exemple, je ne vais pas rentrer dans du technique, sinon je vais perdre l'audience. Si l'hôtel Sofitel, peu importe, Rabat, il doit miser sur les mots-clés hôtel Sofitel Rabat sur Google. Okay, oui. Pourquoi? Parce que ça va lui coûter moins cher que les autres gens qui vont miser sur cette enchère-là, mais il va surtout éviter que quelqu'un qui va va taper hôtel Sofitel Rabat, finisse sur Booking, Agoda, Expedia et finisse par réserver via l'intermédiaire. Alors que c'est normalement un client potentiel qui devrait arriver directement sur le site parce qu'il connaissait le site, il connaissait l'hôtel et il cherchait l'hôtel. Mais comme le premier lien qui est apparu, c'est Booking, ils ont sans doute cliqué sur Booking. Après, ils sont arrivés sur la page de Booking. Et imaginez ce qui va se passer.
ils vont voir, parce que la page de booking, on n'arrive pas sur la page de l'hôtel, on arrive sur une liste. Oui. Donc, ils vont voir Sofitel et juste en dessous, ils vont voir D'être redirigé sur d'autres. les concurrents. Exactement. Ouais. Donc, la Sur première chose, l'indirect, effectivement. Quick Win, ça coûte pas cher du tout. C'est, faut pas croire. C'est des campagnes Google Ads sur du brand, sur au moins les mots-clés. Donc, ça, Oui. c'est Quick Win. Ensuite, donc, les stratégies pour faire face à ça. Le site internet, bien entendu. On ne peut pas parler de digital si le site n'est pas optimal. Et donc, le site, c'est énormément de différentes sections à optimiser. Je vais aller rapidement pour techniquement. Attention, il faut qu'il marche. Déjà, il faut qu'il marche. Il faut que les liens fonctionnent. Je vous assure, on travaille avec des centaines d'hôtels. Il n'y est pas encore. Le lien ne fonctionne pas. Le Book Now, il renvoie vers une page d'erreur. Ouais. Et les hôteliers ne s'en rendent même pas compte au bout de quelques semaines, quelques mois. Ils La comprennent pas. redirection, c'est ça? Techniquement, il faut que le site fonctionne, que les pages fonctionnent, les call to action, etc. Le temps de chargement de la homepage, très important. Il faut qu'il soit très rapide. Très rapide. Ça impacte le quality score, ça impacte énormément de choses, le taux de rebond. C'est des petites choses, mais ça, c'est techniquement. L'hôtelier, il va chez son webmaster ou bien son agence, il lui dit, OK, ça, on repasse dessus, quitte à repasser régulièrement tous les mois. Mais déjà, ça, il faut que ça fonctionne, le quality score, etc. Et qu'il soit mobile friendly. Bon, bien entendu. Oui, Ça, c'est next step. Au moins le desktop. Si on arrive à gérer le desktop, c'est déjà ça, je vous assure. Ouais. Le desktop. Et ensuite, bien sûr, sur la homepage, bon, là, on va beaucoup plus loin. Ben, il faut bien entendu essayer de personnaliser l'expérience. Du coup, il y a énormément de trafic qui va arriver sur le site. Tout le monde ne recherche pas la même chose. Tout le monde déjà n'a pas la même langue. Tout le monde n'est pas la recherche du même type de chambre. Certains sont même des anciens clients. Donc ça se trouve, ils recherchent des offres de fidélisation ou bien de loyalty ou autre. Donc il y a des outils comme le nôtre. Je ne suis pas forcément en train de faire la promotion de ça, mais il existe des outils pour amener de la personnalisation. Et du coup, ça améliore l'expérience utilisateur sur le site et ça augmente le taux de conversion. Donc, qu'on le veuille ou non, ça a un impact. Il y a un impact clair sur ça. Donc, personnaliser l'expérience utilisateur sur le site. J'en ai dit assez ou je continue? C'est bon? Google Ads, le website, l'aspect technique et personnalisation sur le site Internet. Super, je vous remercie Monsieur Bernossi pour ces éléments qui sont vraiment très importants. Et je voudrais poser la question à Monsieur Fouad Boulessri, qui est à la tête de la startup Pivot Travel et qui est une plateforme qui essaie de réunir un petit peu tous les acteurs et les experts du monde du voyage. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des solutions, vous aussi, et des stratégies qui peuvent être adoptées justement pour optimiser cette distribution dans l'hôtellerie toujours et dans Effectivement, comme l'a dit Assez, les leviers sont très différents. Ils vont être aussi en fonction du profil de l'établissement. Clairement, une stratégie d'un grand groupe hôtelier qui est présent sur plein de pays n'est pas la même qu'un groupe indépendant. Donc, il y a plusieurs leviers. Il y a le prix, donc bien évidemment. Donc, comment gérer la distribution et donc le prix sur tous les canaux, donc les OTA, le direct, le canal direct, clairement. L'hôtelier aura toujours intérêt à passer par le canal direct et aussi les agences plus traditionnelles. Bon, moi, je mettrais quand même un petit bémol parce que le canal direct, effectivement, on a toujours c'est assez contre-intuitif, mais parfois, il peut coûter cher. En haute saison, le mot-clé peut coûter très cher. Et un hôtelier pourra, par exemple, qui, sur de l'eau de gamme, aura plus intérêt à aller à privilégier un canal d'agence MICE ou d'agence traditionnelle qui fait du voyage à la carte. Et au final, l'intermédiation ne coûte pas trop cher, on tourne autour de 7%, 5% en moyenne. Peut-être pour un auditoire qui n'est de toute manière pas attentif au canal direct. Oui. Il y en a beaucoup. Il y en a vraiment beaucoup. Au final, on n'a pas vraiment ce réflexe de rentrer sur le site de l'hôtel pour effectuer une réservation. On passe toujours par Booking ou
Clairement, alors il y a ce qui est momentané, typiquement un événement MICE, clairement, c'est pas du direct. Donc, vaut mieux privilégier, bon, ça se fait sur le moment. Les OTA, bah, ça reste quand même incontournable. Bon, ils ont eu beaucoup de problèmes en 2020 à cause des conditions d'annulation. Ils ont une sale réputation, mais ça reste incontournable pour les nuitées, surtout pour gérer les basses saisons. Surtout quand vous êtes un petit groupe hôtelier. Pour résumer, vous avez en gros, en premier lieu, donc le prix, le premier levier. Le deuxième, ça va être l'emplacement. Donc ça, c'est plutôt pour les grands groupes qui veulent donc enrichir l'offre. Vous avez les services annexes, ça c'est super important. Donc tout ce qui est prestations annexes, c'est un super levier de différenciation. Bien sûr. La marque, la réputation, Asil en a parlé, le brand. Et bien sûr la distribution. Alors nous, c'est un peu ce qu'on fait chez Pivot. Donc on va plus on va dire faciliter la relation agence non OTA avec l'hôtelier. Ça participe à l'amélioration opérationnelle de l'hôtelier. Ça donne aussi de l'info au revenu manager parce qu'il peut plus facilement fixer son prix dynamique. Mais oui, clairement, il y a aussi une chose qui est très importante, c'est les programmes de fidélité. Alors, les hôteliers le font beaucoup, enfin, pas tous, mais c'est un puissant levier aussi pour fidéliser justement la clientèle. La clientèle. Là, je vais rebondir sur ce que vous avez dit et sur l'importance de la fixation du prix. Et je voudrais demander à Madame Noublin, on sait très bien que le revenu management a un rôle qui est vraiment très crucial, mais surtout en haute et basse saison. Donc, tout le temps. Soit on est en haute saison, soit en mid, soit en basse saison. Justement. En fait, c'est ça le fait de pouvoir gérer un petit peu tout ça. Je vais rebondir sur ce qu'a dit Asil, enfin même toi, je pense, on en a tous parlé. C'est les prix qui ont Aussi été d'une à un niveau, voilà, ils ont atteint des niveaux hallucinants, notamment cet été. Je ne suis ni contre ni pour. Mais moi, je dis attention. Je peux comprendre la position des hôtels parce qu'ils ont voulu rattraper tout ce qu'ils ont perdu pendant deux bonnes années de Covid. Mais attention, parce que le prix, c'est à double tranchant. Le prix, il peut être à votre avantage comme à votre désavantage. Peut-être qu'on va venir dans l'hôtel et on va payer le prix, mais en ayant un arrière-goût amer. Et ça, c'est pas bon du tout. Parce que, et comme Fouad en a parlé, il y a le côté fidélisation aussi qui rentre en jeu parmi les outils qu'on va utiliser. Il n'y a plus de fidélisation avec ce client. Il est venu parce qu'il était obligé, mais après, on ne le reverra plus. Et ce n'est pas comme ça qu'il faut capitaliser sur les clients. Ce n'est pas surtout une clientèle aussi particulière que l'après-Covid, dans le sens où c'était plus les locaux que les internationaux. D'accord? À la limite, les internationaux, on va dire, ils vont partir ailleurs, etc. Mais les locaux, s'ils découvrent notre hôtel sur place et que, au final, on les désenchante, si je puis dire, avec un prix qui est hallucinant, on est sûr de ne pas les revoir, alors qu'ils n'ont pas besoin de prendre l'avion ni quoi que ce soit. Donc, peut-être qu'il faut repenser cette philosophie qui a été adoptée par bon nombre d'hôtels, sincèrement. C'était pas du tout, enfin, moi, je ne partage pas du tout ce point de vue, sincèrement, parce que ça va se retourner contre eux à un moment ou à un autre. Et on essaie de construire une relation win-win avec nos clients, en fait. Donc, Madame Navieti, c'est là qu'on est en train de fausser un petit peu cette expérience client. C'est comme si tout le travail qui se fait pour justement promouvoir et tout ce qui va avec cette fixation de prix qui est exorbitante, on est en train de fausser toute cette expérience client. Parce que quand vous avez dit, oui, le client, il va se retrouver obligé de partir, entre guillemets,
mais peut-être qu'il ne va pas penser à remettre les pieds dans cet établissement ou là, dans cet hôtel. C'est exactement ça, parce que justement, dans le parcours client, il y a différentes étapes, justement, et il faut déjà commencer par lui donner envie de venir. D'accord? Justement. Le pousser à réserver. D'accord? Alors, s'il se retrouve dans la situation où les prix sont juste hallucinants, mais que il veut quand même voyager, il veut changer d'air, ça fait quand même 2 ans qu'on était, entre guillemets, assez limité dans nos déplacements, etc. La dernière étape du parcours client, c'est justement le fait de le pousser à revenir. D'accord? Et là, on a avec cette philosophie tarifaire, si je puis dire, justement, on a raté le coche concernant le futur retour du client chez nous. Il y a aussi l'avant-dernière étape aussi avant de pousser le client à revenir, c'est le fait qu'il puisse aussi partager son séjour. Est-ce qu'on a envie de partager un séjour où on est un peu dégoûté, entre guillemets, hein, ce n'est pas du tout le terme approprié, mais où on sent on est là, oui, ok, mais ça nous a coûté plus que ça ne valait en comparaison avec ce que la chambre offrait comme possibilité, surtout. Ça fait que le client se sent pas même pas gagnant, en fait, il se sent lésé. Et ça, Surtout à un certain moment, excusez-moi, vous allez voir qu'il y avait énormément de gens qui disaient que peut-être que si j'avais voyagé à l'étranger, ça m'aurait coûté moins cher que d'aller dans un hôtel 4 étoiles ou là 5 étoiles. Et là, c'était vraiment ce qui se disait ce qui le s'est plus. passé, Oui, effectivement, et les gens qui pouvaient aller à l'étranger, ils disaient c'est hors de question, je ne vais pas payer un séjour à ce prix-là ici, alors que j'aurai le billet je d'avion pouvais et avoir mieux. tout ce qui s'ensuit à l'étranger. Et ça me fait mal pour nous, parce que ça serait bien qu'on puisse faire développer un peu le tourisme local et national. Les Marocains le méritent. Mais bon, je pense qu'il y a encore à travailler Je là-dessus. vois qu'il y a monsieur Bernossi qui a fait un petit sourire. Ça Je ne sais veut, pas ouais. s'il pourra nous faire part Bah, de… ma pensée profonde, c'est que c'est devenu cher le Maroc. C'est ça la réalité. En Et gros, je pense que c'est plus une surprise pour tout le monde. C'est Ouais, plus ouais. cher qu'une grosse partie des pays européens, alors que je vois pas pourquoi. Non, c'est vrai. C'est absolument vrai. Moi, je suis aligné avec ça. Et comme tu as dit, Loubna, ça va leur revenir dessus parce que la réputation, c'est très dur à entretenir une fois qu'elle a été lésée. il est établi, Et, oui. souillée. Donc, et ouais, non, c'est sûr que surtout un établissement hôtelier, il s'inscrit sur le long terme. C'est une marque bien qui prend du temps. C'est pas un one shot. Il doit faire de l'argent un été, après c'est fini. Non, c'est sur plusieurs années. Il faut que les gens viennent, les cousins, la famille, les enfants, et ils reviennent. Et c'est comme ça qu'ils créent leur. Si ils essayent de juste tirer le parti d'un contexte, ben, c'est le lendemain du Covid. Je vais essayer de remplir les caisses. Ben, c'est sûr que au final, les gens, il y en a plein qui vont peut-être partir à l'étranger. Comme ça, tous les efforts qui sont faits du côté de la relation, enfin de l'expérience client, du côté marketing et sur tous les plans, ils sont faussés une fois qu'on arrive aux paramètres prix malheureusement. Et d'où vraiment l'importance du revenu management et la sensibilisation sur justement sur ce revenu management concernant tous les hôteliers, parce que je crois que ce n'est pas tous les acteurs qui sont vraiment conscients de l'importance si Ouais. j'ose dire, de ce revenu management. Si je peux rajouter quelque chose là-dessus, je peux, bien ça va sûr. ou pas? Ouais. Juste pour compléter un peu ce qu'a dit Loubna. Et ce point-là, l'importance du revenu management et aussi l'importance du revenu management visible. C'est-à-dire qu'il faut aussi que les gens puissent voir le prix. Il y a une donnée, je ne sais pas si vous la connaissez, 80% du trafic qui arrive sur le site d'un hôtel ne va pas en fait sur le booking engine, sur le moteur de réservation. 80%, ils regardent juste le site et ils vont même pas checker. C'est des chiffres, on a des datas sur des centaines d'hôtels et on a des moyennes, etc. Et en fait,
Le prix est la plupart du temps, n'est même pas mentionné sur le site de l'hôtel. Il est mentionné uniquement sur le moteur de réservation. Donc, Oui. même si on a la meilleure politique tarifaire ou bien on a des choses intéressantes, si elles ne sont pas relayées sur la homepage, la page d'accueil de l'hôtel, encore mieux si on peut la personnaliser en fonction de si c'est un Américain qui arrive sur le site ou si c'est un Marocain, montrer quel est le prix adéquat, etc. Encore mieux. Mais un point important pour les hôteliers, bien sûr, politique de yield hyper important. Oui. Et aussi politique de yield visible par les clients potentiels. Je vais bien rebondir aussi. Alors, c'est un point essentiel en fait que vient de citer Assil. C'est en fait tout simplement la connaissance de ses clients. Si vous ne connaissez pas vos clients, vous ne savez pas comment adopter une stratégie prix pour vos clients. Il faut d'abord connaître vos clients, bien les segmenter, pour ensuite leur adapter l'offre à votre Oui. client. Pour les cibler, c'est exactement ça. C'est super important. Et pour ça, le digital Oui. est juste essentiel, en fait. C'est très essentiel. Alors, oui, excusez-moi, Madame Riette. Oui, juste pour rejoindre ce que vient de dire Fouad, justement, pour rejoindre ce que dit Fouad, justement, aujourd'hui, ça y est, on est à l'ère d'Internet, tout se passe via Internet, etc. Aujourd'hui, on a les outils de AC, les outils de Fouad qui sont à notre disposition et qui sont locaux, qui sont marocains déjà. D'accord? Donc, c'est non négligeable et c'est peut-être à envisager. Parce qu'aujourd'hui, se passer de ces outils, c'est resté à l'ère préhistorique, sincèrement. Il n'est plus possible de se passer de ces outils parce que même moi, en tant que revenu manager, j'ai absolument besoin de pouvoir analyser tout un tas de data. Cette data, comment je peux l'obtenir si j'ai encore les données sur Excel et qu'il faut que je retravaille les fichiers? Je vous assure que ça existe. Parole de Loubna, j'ai des hôtels où je suis encore sur Excel, je vous l'assure. Et je suis en train d'essayer de les convaincre de se tourner vers de véritables outils parce qu'on ne peut plus, on perd un temps monstrueux. Alors que déjà, le revenu management, en l'occurrence, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Et il faut mettre tout un tas de choses en place petit à petit. Nettoyer la data, mettre en exergue la saisonnalité, les événements et plein d'autres choses pour pouvoir justement prendre des décisions et faire des forecasts qui vaillent la peine et qui sont vérifiables et sur lesquels on prendra de bonnes décisions. Et notamment le pricing pour l'été prochain sur telle ou telle destination. Mais il faut absolument avoir des outils. C'est un investissement. Je sais que ça coûte de l'argent, c'est difficile pour les hôteliers, mais c'est nécessaire. Sincèrement, pas vraiment. Il y a des channel managers qui sont gratuits. Pas vraiment. Franchement, c'est juste une question de mentalité. Moi, d'ailleurs, ça me fait très rire. C'est très drôle quand j'entends les nouvelles technologies. Elles n'ont rien de nouveau, en fait. Ça fait 15 pour ans. nos hôteliers, je peux t'assurer que s'il faut être. C'est incroyable, en fait, ce qui se passe au Maroc. C'est vraiment. Ça fait pratiquement 15 ans qu'il y a des OTA. Bon. Donc, effectivement, je ne sais pas comment vous faites pour faire du revenu management sans data. Franchement, c'est désolant. Mais on ne parle pas des OLTA, là, notamment. On parle pas non, des je vous dis que quand j'entends des hôteliers dire les nouvelles technologies ou quand je vais dans des événements métiers il y en a encore beaucoup qui disent les nouvelles technologies, c'est un non-sens. Enfin, on est déjà dans les anciennes technologies, en fait. C'est même plus les nouvelles. Voilà. Bon, oui. c'est effectivement un des axes qu'il faut absolument creuser. C'est de sensibiliser justement aux nouvelles. Oui, non, mais clairement, vous ne pouvez pas avoir une bonne stratégie prix sans outils de marketing direct pour les hôteliers et sans revenu management. C'est juste impossible. Et vous avez, nous, là où on intervient, c'est surtout tout le pan, toute la partie en fait distribution indirecte, c'est-à-dire hors OTA. Ça c'est carrément la préhistoire. Je pense que Madame Loubna ici peut en témoigner. La majorité vous avez encore des contrats entre agences de voyage et hôteliers qui sont faits à la main. En fait, c'est un Excel. Et donc, comment vous pouvez faire une dynamique sans avoir
Des data. de la donnée, ouais, de la donnée et surtout de l'instant booking qui est déjà en fait une évidence. Voilà. C'était le coup de gueule de la soirée. Bien mis le petit coup de calme, mais bon. Alors, dans ce sens, Monsieur Boulessri, quelles sont les différentes recommandations que vous faites justement aux hôteliers Bah, ça pour rejoint pouvoir optimiser la distribution? Quelles sont les rejoint, recommandations d'une manière succincte que vous pouvez faire aux hôteliers justement pour optimiser leur stratégie de distribution? moi, je trouve que ça rejoint beaucoup la première question. C'est Oui. en fait les défis, donc répondre aux défis. Alors, le premier, effectivement, typiquement, user guest pourra connaître son client pour optimiser son canal direct. Pour moi, c'est vraiment le B.A.-ba, c'est investir, même pas investir, un channel manager, ça vous permet d'avoir tous les canaux, donc les canaux OTA, les canaux traditionnels et le direct. Ça facilite la vie, ça change la vie d'un revenu manager au niveau hôtelier et ça vous permet surtout de calibrer votre stratégie prix quasiment en temps réel. Vous avez de la data historique, vous savez plus ou moins les saisons, et surtout, vous pouvez calibrer en temps réel. Ça change tout. Et pour ne plus parler de prix, il y a aussi la partie en fait branding et différenciation qui est super importante. Et ça, c'est des investissements. Typiquement, l'offre d'animation. L'offre d'animation, toutes les nouvelles tendances, donc et pour ça, en fait, pour connaître les nouvelles tendances, il faut connaître son client. C'est une boucle. On revient en fait toujours au même sujet. Voilà. Donc le digital et le digital. Le digital, on revient toujours au digital si on veut optimiser sa stratégie de distribution et optimiser sa présence et tout ce qui va avec, en fait. Ça ne se limite pas seulement à... Pardon? Ça va de pair, c'est en parallèle. En fait. Justement, ça va de pair. Monsieur Bernossi, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose au point qu'a cité Monsieur Boulessri? Des points que pourront retenir nos participants aujourd'hui. Ben, un point important, c'est pour aller encore plus loin dans la segmentation, dans la personnalisation, et quand on parle d'adresser les marchés différemment, donc on en a parlé, mais on peut aller juste un peu plus en détail pour mieux que les gens comprennent mieux. Il y a par marché, il y a ce qu'on appelle aussi ce qu'on appelle le booking lead time. Booking lead time ou le booking window, c'est en termes du secteur, c'est le nombre de jours entre la réservation et le check-in. Et pour chaque hôtel, l'hôtel peut analyser sur ses principaux marchés quel est le booking lead time de chaque marché. Donc un hôtel au Maroc, il va dire OK, ben moi en moyenne, les Français réservent 3 mois à l'avance. À l'avance. Les Marocains vont réserver une semaine à l'avance. Un jour à l'avance, si ce n'est pas un jour même. Et les Américains, par contre, ben, c'est du 2 mois à l'avance, etc., etc. Une fois qu'on a ça et qu'on a son calendrier sur l'année des différentes la saisonnalité, eh ben, il faut refléter ça sur les différents canaux, notamment le site internet, avec des offres adaptées, des stratégies adaptées. C'est-à-dire les gens ne réservent pas au même moment pour les mêmes dates. Ouais. Au même moment, vous pouvez remplir du last minute et en même temps remplir le décembre. Parce que peut-être que les Américains à Marrakech vont maintenant réserver pour décembre. Alors qu'à Marrakech, des gens de Casa, ils vont réserver pour ce week-end. Oui. Donc, et ça, en fait, on en parle, mais il faut le refléter, il faut pousser, il faut accompagner les gens dans la réservation. C'est ça le truc. Et encore plus maintenant, vous le savez, depuis le Covid, on est de plus en plus dans du last minute. Le Covid a poussé pour le last minute. C'est une des conséquences de cette crise, c'est que ça a changé les comportements. Mais donc les hôtels en souffrent, bien entendu. C'est très dur pour un hôtel d'avoir que du last minute. Il faut qu'il puisse anticiper, il faut qu'il puisse voir le long terme. Donc ça aussi à l'hôtel de rééduquer son audience vers du booking advance en early bird et notamment les marchés qui ont l'habitude de faire ça et pousser
soit via des offres, pas forcément des offres, hein, on peut parler d'incentives, on peut parler de benefits, on peut parler de vouchers and so on. On appelle ça des free benefits pour les pousser à réserver un peu en avance. Ou bien jouer sur des offres limitées ou bien des politiques limitées. OK, réservez dans les 3 prochains jours et vous aurez ça. Ça aussi, ça marche. C'est-à-dire qu'on peut rééduquer les gens à aussi programmer les choses en avance sur les marchés pertinents. Super. Si ça fait Donc, sens. en gros, on revient vers ces digitalisations. Ah, moi, je connais rien d'autre, moi, de toute façon. Vous qui êtes amour du digital. Ça représente une partie, effectivement. Il y a beaucoup de offline qui se fait encore, bien entendu, et c'est important. Mais moi, je peux que me permettre de parler du online. Alors, pour le offline, typiquement, c'est un des leviers qu'on pourrait activer pour jouer sur pour minimiser, on va dire, l'instant booking ou le last booking. Parce qu'en général, la population agence de voyage réserve en avance. Donc, c'est un des leviers aussi qu'on peut faire jouer un hôtelier. Typiquement, vous avez en fait c'est un marché différent, carrément. Donc, en général, c'est des réservations complexes, packagées dans une offre globale. Et en général, c'est au moins 2 mois à l'avance. Donc, en général, bon, ça permet de diminuer, on va dire, l'effet du last booking. Absolument. Madame Loubna, qu'est-ce que vous pouvez nous rajouter? Alors, moi, je suis totalement d'accord avec Fouad par rapport au fait de pouvoir segmenter les clients parce que ça, c'est capital et c'est la base de toute stratégie. Parce que, notamment aussi avec les outils dont Assez nous parle, on pourra cibler et envoyer des messages personnalisés à chacun de nos segments, justement. Il y a aussi le côté au niveau de la distribution. Il faut être présent, ça c'est sûr et certain. Mais il faut faire aussi le choix des canaux de distribution. Moi, je ne conseille pas d'être partout. Ça dépend de quelle typologie d'hôtel on a. Le fait d'être partout, ça peut ne pas être à notre avantage dans le sens où on peut attirer des clients qui ne nous correspondent pas, si je puis dire. Tout dépend, mais voilà. Donc, il y a ça. Il y a aussi la e-réputation. Ça, c'est capital. Et il faut absolument… Déjà, bon, alors, les avis Google, j'en parle même pas, mais c'est très important. Mais aujourd'hui, l'hôtellerie, on parle plus de Booking et de Expedia en termes de… Je sais que c'est la distribution indirecte, mais les notes que les clients donnent sur ces plateformes ont beaucoup de poids. D'accord, elles ont énormément de poids et les clients y croient puisque ce sont des clients qui ont effectivement séjourné. Après, on ne parle pas de bidouillage, etc. Hein, ça ne nous concerne pas, mais elles ont beaucoup de poids. Et il faut vraiment travailler et faire son maximum pour obtenir les meilleures notes. Et ça joue aussi au travers de la présence dans l'hôtel, le fait de saluer les clients, de voir qu'est-ce qui va pas, qu'ils se sentent reconnus, qu'ils se sentent mis en valeur, une petite attention, ça peut presque rien coûter et ça va beaucoup jouer pour lui dans son impression. D'accord? Donc, c'est des choses, il faut pas les négliger. D'accord? Aujourd'hui, la e-réputation est capitale. Donc, je pense que tout le monde sera d'accord avec moi. Il y a aussi, aujourd'hui, il y a une nouvelle tendance qui est celle des nomades digitaux. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est les gens qui travaillent depuis partout dans le monde. Donc, ils peuvent partir 3 mois aux Seychelles, 6 mois en Espagne, et j'en connais personnellement. Hein, donc, et ils peuvent envisager de prendre un hôtel plutôt qu'un Airbnb ou autre chose. Et bien sûr, il faut adapter le pricing. Donc, moi j'estime que ça aussi, c'est une niche qu'il ne faut peut-être pas négliger.
pour nos hôteliers parce que le Maroc reste quand même une belle destination, surtout pour les internationaux, enfin pour tout le monde d'ailleurs, mais pour les internationaux, c'est pas à négliger. Peut-être penser à quelque chose en durée de séjour plus importante, avec une offre particulière à mettre en exergue et à pousser pour ce genre de personnes qui travaillent depuis n'importe où parce qu'ils ont juste besoin d'avoir leur PC sur eux et une connexion Internet valable pour pouvoir travailler. Donc ça aussi, ça commence à prendre de l'ampleur. Bon, pas au Maroc, hein, parce que le Maroc, on est encore loin pour le télétravail. C'est pas encore ça, hein, moi j'estime, hein, c'est mon avis. Mais c'est quelque chose à ne pas négliger, je dirais. Madame Loubna, moi j'ai une question assez particulière pour vous. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, et concrètement parlant, les hôteliers font appel à vous et vous sentez qu'il y a vraiment cette prise de conscience ou là on est encore un petit peu loin parce que c'est encore un petit peu loin. C'est des points qui se rassemblent quand on parle de la digitalisation, quand on parle de données, on se dit qu'on est vraiment très loin et par conséquent on est toujours encore très loin de la concrétisation de la pratique du revenu management concrètement. On a encore du boulot. On a encore du boulot. Sans rentrer dans les détails, il y en a qui savent, même après, bon, c'est peut-être aussi parce qu'ils ne sont pas vraiment du domaine, ils avaient juste l'argent nécessaire pour pouvoir construire un hôtel et le diriger. Mais il y a encore beaucoup de travail à faire. Franchement. Et c'est preuve en est, c'est le discours que j'ai eu tout à l'heure, dans le sens où je vous dis qu'il y en a, ils sont encore sur du Excel. C'est vrai, c'est vrai. Je vous assure qu'il y en a vraiment qui sont encore sur du Excel. Et l'idée d'investir et de se donner les moyens, c'est très difficile de réussir à les convaincre, justement. Parce que là, moi, je parle d'hôtellerie indépendante. Hein. Je ne parle pas des groupes. Les groupes, c'est un autre niveau. Les groupes, c'est autre chose. Hein. Ils savent de toute façon ce qui est nécessaire. Mais pour l'hôtellerie indépendante, il y a encore du travail. Je ne sais pas si mes collègues vont partager mon avis ou pas. Mais tout à fait. Vous avez parfaitement raison. Donc voilà, on est tous sur la même longueur d'onde là-dessus. Il y a encore du travail. Il faut encore qu'on réussisse à les convaincre de la nécessité de… En fait, il faut juste. C'est même pas un investissement, en fait, parce que tellement le return est rapide quand on fait ça. Je ne sais même pas si on peut classifier cette dépense-là comme un investissement, tellement les gains derrière sont importants. Et valent le coup. Oui, je sais. Mais pour qu'il démarre, là… C'est ça, c'est question clairement de mentalité. Alors, je crois qu'on est tous ici un peu des évangélisateurs dans le marché marocain. Oui, effectivement, c'est une question de mentalité, c'est une question mais ça viendra, de toute façon. Oui. Vous savez, le temps fait bien les choses. Donc, j'ouvre la parenthèse des questions s'il y a des participants qui sont parmi nous et qui voudront poser des questions à Monsieur Fouad Boulessri, Monsieur Assel Bernossi et Madame Loubna Riati. J'ai une question aussi. Alors, j'ai une question pour Monsieur Bernossi. Est-ce que vous pouvez nous parler davantage du Booking Window, brièvement? Oui, alors le Booking Window, c'est une des datas qui est très importante quand on analyse les KPIs et les données digitales d'un hôtel. Et ça renseigne sur le comportement, on va dire sur le booking behavior d'un marché spécifique.
ou bien en moyenne de manière globale sur un hôtel. En gros, comment on le calcule, c'est le temps, le délai, on va dire, entre le jour où une réservation est faite et le check-in. Et après, on fait la moyenne. Donc, on va récupérer, par exemple, tous les bookings qu'il y a eu sur un hôtel sur le mois de septembre. On va calculer, il y a eu, bon, sur ce booking, 5 jours de délai, sur celui-là, 10 jours, etc. On rassemble tout ça et après, on fait des moyennes par marché, par saison, et autres. Et c'est un indicateur qui est hyper important et qui nous donne, qui nous permet d'orienter nos stratégies de façon plus efficace. Et de personnaliser un peu plus l'offre, c'est ça? Absolument. Oui. Madame Loubna, vous vouliez dire quelque chose? Oui, ça rejoint ce qu'il dit, mais c'est en termes de data. Alors, pour justement avoir une information qui soit correcte au niveau de l'information justement du lead time, la saisie de la réservation et le département de la réservation, ils ont un rôle capital. De ne pas perdre le temps de se dire, quand la réservation arrive, de la saisir le lendemain. Je ne parle pas des réservations sur Internet assez, parce que je te vois me regarder bizarrement. Je parle des réservations qui vont être le corporate, les coups de fil, etc. Ne pas noter et laisser pour le lendemain ou plus tard parce que la réservation aura lieu plus tard. Mais vraiment prendre la peine de saisir les réservations dès qu'elles arrivent. Parce que ça pourra justement fournir je suppose, à Fouad aussi, une information qui est correcte et qui est fiable. Et ça fait partie des bases super importantes de tous nos travaux réunis. Retarder une réservation va fausser un petit peu l'indicateur au final, les statistiques. Exactement. Je crois qu'on n'a pas d'autres questions. Finalement, ça a été un très grand plaisir de vous réunir aujourd'hui autour de cette belle thématique. Je rappelle qui est la suivante, l'optimisation de la distribution hôtelière. Et je remercie encore une fois Monsieur Fouad Boulessri, Monsieur Assil Barnoussi, Madame Loubna Riati d'avoir répondu présent et de nous avoir fait part de leur expérience, de leur expertise, chacun dans son domaine. Excusez-moi, je viens de recevoir une dernière question, encore une fois pour Monsieur Assil. Monsieur Assil a mentionné le taux de conversion au niveau de site des hôtels. Ma question est la suivante, comment se démarquer? Comment se démarquer avec le taux de conversion? Monsieur Assil a mentionné le taux de conversion au niveau des sites des hôtels. Ma question est la suivante, comment se démarquer? Si je la comprends bien, comment se démarquer, donc du coup, comment effectivement améliorer son taux de conversion. Il y a plusieurs moyens. Déjà, il y a un taux de conversion, il faut savoir, sur le site global et le taux de conversion du moteur de réservation. Et c'est déjà deux données différentes que nous, on va aussi analyser de manière différente. Donc, il y a le taux de conversion du site vers le moteur et du moteur vers la réservation. Et le taux de conversion global. Donc, au final, on a même 3 taux de conversion. Et il y a plusieurs actions pour optimiser chacun et qui, à la fin, vont avoir un impact sur l'ensemble. Mais du coup, ça va être... il y aura une dimension technique, j'en parlais tout à l'heure. Donc, bien sûr, faire des optimisations techniques, il ne faut pas qu'il y ait des erreurs, il faut que tout fonctionne. Le loading time, le temps de chargement, il ne faut pas des vidéos trop lourdes, des images trop lourdes, il faut les optimiser, etc. Compresser ce qu'il faut compresser. Après, l'information aussi du site. Oui, bien sûr. HTTPS, il faut que ce soit sécurisé. L'information doit être facilement trouvable. OK, quick win encore. Ce qu'on recommande souvent, c'est que directement dans le menu en haut, il faut afficher le numéro de téléphone, l'adresse email et la possibilité de réserver. Et il faut que ça soit fixe sur le site. Même si on scroll down, ça reste toujours. Parce que c'est les informations qui doivent être là. Un utilisateur ne doit jamais chercher l'email, ne doit jamais chercher le téléphone. Il faut qu'il soit disponible à tout moment et encore moins chercher le bouton réserver. Je vous assure qu'il y a des sites où on passe du temps à aller, c'est où réserver, on ne trouve même pas. Donc,
Ça paraît un peu simple, mais en fait, non, c'est pas respecté par tout le monde. Donc, le taux de conversion, il y a beaucoup d'actions. Bon, ça peut prendre énormément de temps, mais j'en ai déjà donné quelques-unes. Donc, agir sur le site Internet et agir sur le moteur de réservation. Le moteur de réservation, lui aussi, doit être optimisé. Il ne faut pas qu'il y ait trop de choses, il ne faut pas qu'il y ait trop de add-ons, il faut que le process il se fasse en 2-3 clics. Maximum, on a réservé. Pas mettre trop de pages entre d'informations, pas demander d'informations qui ne soient pas nécessaires à l'utilisateur. Donc, il faut penser à tout ça. Et le taux de conversion sera impacté de manière positive. Et qui dit conversion augmentée, dit aussi au nombre de réservations qui augmente aussi. Donc, ça ne se fait pas directement, mais sur le long terme, plusieurs actions peuvent mener à gagner un petit point, un petit pourcentage. Et au final, sur le long terme, ça fait beaucoup de réservations et beaucoup d'argent. Merci, Monsieur Assel, pour votre réponse. Et je vous remercie encore une fois d'avoir répondu présent. Et je rappelle encore une fois que ce webinaire a été organisé dans le cadre du redémarrage de notre licence professionnelle et MBA spécialisée en management touristique et événementiel. Et on a tout le plaisir, il y a Madame Loubna Riati qui intervient dans la licence professionnelle qui assure le module Revenu Management et Monsieur Assel et Monsieur Boulasri qui interviennent dans le volet, je crois que vous êtes dans la licence académique et Monsieur Boulasri, il était éventuellement, Monsieur Bernossi, pardon, était aussi parmi nous et nous sommes vraiment enchantés et ravis de vous avoir parmi nous dans la grande famille Ostelia. C'est réciproque. Merci à vous, c'était un plaisir. Merci à vous aussi. C'est un plaisir, merci beaucoup. Et je vous dis à très bientôt, Inch'Allah. À très bientôt. À très vite. Au revoir. À bientôt. Bye bye. Au revoir.